RFI 20h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. Christophe Paget. Bonjour à tous, c'est la deuxième édition d'Afrique Soir, avec d'abord le Tchad qui décrète l'état d'urgence dans la majeure partie du pays. Suite aux affrontements dans l'Est entre communautés arabes et non-arabes, 300 personnes auraient été tuées ces 2 dernières semaines selon un bilan provisoire. En République démocratique du Congo, le dépouillement des résultats continue, mais l'Église catholique congolaise met en doute la gestion de ces résultats et se dit inquiète des conséquences. Nous entendons dans ce journal Monseigneur Etchaou, cardinal archevêque de Kinshasa. La visite du ministre de l'Intérieur français Nicolas Sarkozy en Algérie et comme prévu cette annonce, l'assouplissement de la délivrance de visas pour les ressortissants algériens. Mais avant cela, l'essentiel de l'actualité dans le monde avec vous, Philippe Sergel. Peut-être l'amorce d'un changement de la politique américaine en Irak avec la reprise des travaux du Congrès américain dominé désormais par les démocrates. Le président Bush, qui a rencontré 2 membres influents du groupe d'études sur l'Irak, a indiqué qu'un retrait de ce pays dépendait de la situation sur le terrain, tout en disant attendre avec impatience les recommandations du groupe sur l'Irak. Et puis en Irak, une vingtaine de morts encore aujourd'hui dans divers attentats et 46 corps découverts à Bagdad. Au Proche-Orient, l'approbation par le gouvernement libanais de la création d'un tribunal international pour les assassins de Rafik Hariri, malgré la crise politique provoquée par la démission de 6 ministres pro-syriens. Le premier ministre israélien Ehud Olmert prêt à dialoguer sous condition avec le futur gouvernement palestinien d'union nationale, dont la composition est toujours en négociation entre le Hamas et le Fatah. En visite à Washington, Ehud Olmert a par ailleurs affirmé que son pays n'accepterait pas un Iran doté de l'arme nucléaire. Le président Bush, de son côté, a rejeté toute discussion directe avec Téhéran. En Asie, les autorités du Sri Lanka accusées par l'ONU de faire recruter des enfants pour combattre les rebelles tamouls. En Afghanistan, des représentants d'organisations humanitaires demandent l'ouverture d'enquêtes sur les allégations de crimes de guerre. Et les États-Unis annoncent que le Vietnam a été enlevé de la liste des pays violant la liberté de culte, cela quelques jours avant une visite du président Bush à Hanoï. En Amérique latine, la visite du président brésilien au Venezuela, Lula a apporté son soutien à Chavez pour la présidentielle du 3 décembre. Le nouveau président du Nicaragua, Daniel Ortega, propose aux États-Unis d'établir un dialogue formel entre les 2 pays. Selon les diplomates, la proposition a été plutôt bien accueillie à Washington. En Europe, la Pologne qui bloque toujours le lancement des négociations entre l'Union européenne et la Russie sur un nouveau partenariat pour lever son veto. Varsovie réclame un signal politique clair de la part de Moscou sur l'acceptation de ses exigences et notamment en matière énergétique. Les États-Unis déposeront mercredi à l'OMC leurs premiers arguments dans la plainte déposée contre l'Union européenne sur les subventions accordées à Airbus. Et puis à Paris, la tour Montparnasse évacuée cet après-midi à la suite d'une fausse alerte à la bombe. Quelques 3000 personnes ont dû quitter précipitamment la plus haute tour de bureau de la capitale à la suite d'un appel anonyme annonçant l'explosion d'une bombe. La situation est revenue à la normale en début de soirée. RFI Afrique. En République démocratique du Congo, la commission électorale indépendante de l'AD Malou Malou indique que le président sortant Joseph Kabila arrive en tête des présidentielles avec un score autour de 60%. Le dépouillement est toujours en cours. Mais l'autre candidat, le vice-président Jean-Pierre Bemba, continue de dénoncer des erreurs systématiques dans les résultats partiels de la présidentielle. L'Église catholique congolaise, elle aussi, met en doute la gestion de ces résultats et se dit inquiète des conséquences. Monseigneur Etchaou, cardinal archevêque de Kinshasa, réagit au micro de Ghislaine Dupont. Je suis très inquiet parce que je vois que les choses ne se déroulent pas comme elles devraient se dérouler. La chose la plus importante, la publication des résultats des élections. Mais il me semble qu'il y a déjà des manœuvres et les résultats que nous connaissons de plusieurs coins de la République ne sont pas les résultats qu'on semble essayer de publier. Nous savons que le président sortant, dans beaucoup de coins, il n'a pas les résultats qu'on essaie de se faire sortir cette fois-ci, comme on a fait au premier tour. Alors que nous avions dit, nous voulons des élections libres, transparentes, démocratiques. Ce n'est pas ça qui se manifeste. Moi, personnellement, comme pasteur, je n'accepte pas ce mensonge. Il faut la vérité des urnes. L'abbé Malou Malou doit se conformer au verdict des urnes. Il ne peut pas se permettre qu'on falsifie le verdict des urnes. Après la publication du premier tour, il y a eu des bagarres, des affrontements, et il y a eu des morts. Et c'est ça que je refuse. Je ne veux pas de morts inutiles dans mon pays. Ce que nous voulons, c'est la paix. Monseigneur Etchaou, le cardinal archevêque de Kinshasa, au micro de Ghislaine Dupont. Et puis signalons une mise au point de François Mwemba, numéro 2 du MLC, qui dément catégoriquement la rumeur selon laquelle il aurait quitté le parti de Jean-Pierre Bemba.
Il explique être aujourd'hui à Paris pour raison de santé. En Centrafrique, les rebelles poursuivent leur progression du nord-est vers le sud. Après avoir pris les villes de Birao et Ouadadjale, ils menacent maintenant la ville minière de Bria. En France, au ministère de la Défense, on reconnaît aujourd'hui apporter à l'armée centrafricaine une aide semblable à celle apportée au Tchad avec la mission Boali. 200 soldats sont stationnés à Bangui. Le gouvernement tchadien annonce avoir décrété l'état d'urgence dans la majeure partie du pays. Ces derniers jours, dans l'Est, les affrontements entre communautés arabes et non-arabes ont fait plus de 300 morts, selon un bilan provisoire. Sont concernés par le décret les 3 régions touchées, Ouadaï, Wadi Fira et Salamat, également des régions frontalières, ainsi que la ville de N'Djamena, la capitale. Et dans le communiqué qui résume ces mesures, les autorités tchadiennes accusent à nouveau le Soudan d'être à l'origine de ces affrontements intercommunautaires qui ont débuté il y a 2 semaines pour déstabiliser le pays. Découverte d'un charnier dans l'ouest du Burundi, une quinzaine de corps mutilés ou criblés de balles à l'embouchure de la rivière Rusizi sur le lac Tanganyika, ce qui laisse à penser que les victimes ont été assassinées avant d'être jetées dans la rivière plus en amont. Un scénario qui rappelle les exécutions extrajudiciaires commises dans la province de Muyinga. Le porte-parole de l'armée parle quant à lui de règlement de compte au sein de la rébellion des FNL, les Forces Nationales de Libération. L'enquête est en cours. Mais une chose est sûre, cette découverte macabre inquiète les habitants de la région. Catherine Nina a joint au téléphone l'administrateur de la commune de Mutimbuzi, Jean Samandari. On a découvert à l'embouchure de la rivière Rusizi, au bord du lac Tanganyika, puisque la rivière Rusizi se jette dans le lac Tanganyika, des cadavres. Certains d'entre eux étaient ligotés ensemble. Certains d'entre eux sont même coupés. Ils sont tués par balle. C'est pourquoi je dis qu'ils ont été jetés dans la rivière. On n'a pas pu identifier ces corps. On les a vus descendre dans la rivière. Donc ce sont des corps qui sont venus au-delà de notre délimitation territoriale. Je ne sais pas si c'est dans la commune de Gihanga ou Buganda ou Rugombo ou côté RDC, puisque nous partageons la rivière Rusizi avec la République démocratique du Congo, côté Kiriba. Je ne peux pas avoir de précision d'où proviennent ces cadavres. Il n'y a pas eu d'arrestation ni d'enlèvement au niveau de notre commune, raison pour laquelle je ne peux pas dire que c'est le même scénario que de Muyinga. Mais ça peut faire au niveau de notre population un sentiment de peur, bien sûr. L'administrateur de la commune de Mutimbuzi, Jean Samandari. Un nouveau candidat pour les présidentielles au Sénégal, Landing Savané, le parti de gauche AJ-PADS qui fait partie du gouvernement, vient de le désigner, il en est le secrétaire général. Depuis l'élection d'Abdoulaye Wade, Landing Savané a occupé les fonctions de ministre des Mines, également de l'Industrie et de l'Artisanat. Il est aujourd'hui ministre d'État auprès du président. Il explique le pourquoi de cette candidature au micro de notre correspondant Christophe Champin. Parce que je suis un chef de parti, parce que j'ai été déjà candidat 2 fois à l'élection présidentielle en 1988 et en 1993, et que mes militants, mon électorat, considèrent que ma candidature est essentielle pour les échéances à venir. En même temps, le dernier compagnon qui a contribué à la victoire du président Wade en 2000 à être resté à ses côtés. Comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport au président Wade dans cette campagne? Ma candidature ne sera pas une candidature d'opposition au président de la République, puisque cela n'aurait pas de sens après plus de 6 années de compagnonnage gouvernemental. Mais en même temps, nous ne sommes pas du même parti, nous ne sommes pas de la même sensibilité politique. Donc les visions politiques sont différentes sur beaucoup de points. Est-ce que ça veut dire que vous serez obligé de quitter le gouvernement? Il est possible que nos alliés du Parti démocratique sénégalais et le président de la République surtout considèrent que dans le cas actuel, il vaudrait mieux se séparer de moi. Ceci est possible. En ce qui nous concerne, nous avons décidé que, dans la mesure où je suis resté à ses côtés jusqu'ici, il ne nous a pas semblé opportun de décider de partir. Landing Savané, le nouveau candidat à l'élection présidentielle, au micro de Christophe Champin. Le ministre de l'Intérieur français Nicolas Sarkozy est à Alger. Comme prévu ce soir, il annonçait que les conditions de délivrance de visa seraient assouplies pour les ressortissants algériens. En fait, les pays européens de l'espace Schengen ne seront plus consultés, une mesure demandée depuis longtemps par les autorités algériennes. Enfin, en France, le prix Goncourt des lycéens a été décerné cet après-midi à une romancière camerounaise, Léonora Miano, née en 1973 à Douala. Son livre « Contour du jour qui vient » raconte l'histoire d'une enfant en quête de sa mère qui l'a chassée de chez elle dans un pays africain en proie à la folie. RFI 20h40 apparaît 1 heure de moins en temps universel.